Bonjour, voici une position extrême tirée d'une partie jouée dans le championnat allemand en 1997 entre deux grands maîtres. Je vais vous laisser chercher comment les Noirs ont réussi à conclure leur attaque dans cette position, mais je vous préviens, le niveau de difficulté est élevé. Cependant, si vous adoptez la bonne méthode de calcul, je suis sûr que vous pouvez trouver. Je vais vous expliquer juste après quelle technique il faut employer dans ce genre de position avant de vous expliquer la solution. Donnez-vous donc 5 à 10 bonnes minutes pour résoudre cet exercice sans bouger les pièces puisqu'il faut s'entraîner à visualiser les variantes comme dans une vraie partie. Cela vaudrait d'ailleurs la peine de placer la position sur un vrai échiquier pour s'entraîner dans les conditions d'une vraie partie justement. Vous pouvez mettre pause. Je vais maintenant donner les clés de la position avant d'expliquer la méthode à suivre. Au premier coup d'œil, on se rend compte qu'on a affaire à un combat à couteau tiré. Un œil aguerri y verra même des traces typiques de la défense est-indienne, en particulier la structure de pion des Noirs qui s'enfonce au cœur de la position blanche. Les deux camps ont manifestement mené sans concession une attaque sur deux ailes opposées, l'aile dame pour les Blancs, l'aile roi pour les Noirs. Les Blancs ont un pion de plus, mais aussi, et surtout, deux pions passés redoutables, d'autant plus qu'ils sont liés, et très proches de la promotion, à une case de la promotion en ce qui concerne le pion C. Leurs cavaliers sont très actifs et peuvent bondir sur la case centrale D5, ou alors à l'aile dame. Ils disposent aussi de la colonne B semi-ouverte qui peut leur donner un objectif. Ce serait intéressant puisque si cet objectif saute, ils pourront s'introduire dans la position noire et accompagner leur pion passé. Pendant ce temps, les Noirs n'ont laissé presque personne en défense de ce côté-là. Mais ils l'ont fait en connaissance de cause, parce qu'ils voulaient masser le plus de monde possible du côté de l'aile roi. Puisqu'après tout, le but du jeu aux échecs, c'est de mater le roi, donc ils considèrent que leur attaque est plus dangereuse. Et ils ont raison. Face à toutes ces troupes, on a quand même l'impression que les Blancs réussissent à tenir, puisque le roc est à peu près intact, et même verrouillé de ce côté-là, avec un fou qui défend le pion H2, ce qui est indispensable, sinon il y aurait probablement des variantes de mat assez faciles à trouver en H2. Mais les Noirs avaient tout prévu ici. Comment réfléchir pour trouver la solution dans cette position? Une chose est sûre, il faut se dépêcher parce que sinon les Blancs pourront valoriser leur avantage matériel et valoriser leur pion passé. Il faut donc forcer les événements. Et aux échecs, on a trois types de coups forcés. On a les échecs, on a les prises et on a les menaces. Il faut donc chercher dans cet ordre-là, échec, prise, menace, tous les coups qu'on a à notre disposition. Et sur la réponse de l'adversaire, à chacun de ces coups, alors il faut regarder si on n'a pas encore un échec ensuite. Et ainsi de suite, le plus loin possible. On fabrique ainsi dans notre tête un arbre d'analyse, selon une méthode que j'ai expliquée dans une autre vidéo, donc je ne vais pas y revenir en détail. Mais il est vraiment essentiel de toujours commencer par les échecs. Et si on fait ça dans cet exercice, on trouve la solution de manière assez linéaire, puisque l'arbre d'analyse, finalement, se résume à un tronc. Vous allez le voir. Y a-t-il un échec pour commencer? Oui. Fou prend G2 échec. Ne nous arrêtons pas au fait qu'on va perdre notre fou. Ce n'est pas ça le plus important. Ce qu'on veut, c'est mater. Par conséquent, il faut aller plus loin et après, roi prend, chercher si on n'a pas encore un échec à notre disposition. Vous noterez au passage que je bouge les pièces ici, mais dans votre analyse, vous ne devez pas faire comme ça, parce que sinon vous ruinez vos efforts, puisque vous n'apprenez pas à penser comme dans une vraie partie. Il faut visualiser avant de jouer. A-t-on encore un échec disponible? C'est important de regarder d'abord les échecs avant de regarder les menaces, parce que si on ne pense qu'aux menaces, on va regarder en premier cavalier G5 sans se pencher sur dame H3 échec, ce qui serait dommage. Bien sûr, dame H3 échec donne la dame, donc on pourrait se dire que ce n'est pas la peine de regarder. Mais quand même, il y a un signal d'alerte depuis le début, le roi blanc est très à l'étroit, et notre pion G3 en particulier, bien défendu par le pion F4, empêche le roi de venir sur cette case. Autrement dit, le roi n'a que ces deux cases-là pour manœuvrer. Ça nous pousse à continuer l'analyse. Regardons donc ce qui se passe sur roi prend H3, sachant que sur roi H1, qu'il fallait quand même voir,
il y a un échec et mat direct. En effet, toutes les cases sont prises, en particulier la case G1, donc le roi ne peut pas venir ici, ce qui veut dire que G2 mène au mat directement. Bon, évidemment, c'est roi prend H3 qui pose le plus de problèmes. On pourrait se dire qu'on a perdu la dame et que notre attaque n'a plus aucune chance d'aboutir. Mais si on a imaginé ça jusqu'à dame H3 échec, il faut aller un petit peu plus loin et se demander si on n'a pas encore un échec en réserve. Et justement, en attirant le roi sur cette case, on se donne la possibilité de donner un nouvel échec avec une nouvelle pièce qui va arriver en renfort. Il n'y a qu'un seul échec, mais il poursuit la combinaison de manière gagnante. Cavalier G5 échec. Le roi ne peut pas passer par là. Ces deux cases sont contrôlées respectivement par le cavalier et le pion. Donc roi G2 est forcé. Et maintenant, encore un échec à notre disposition. C'est cavalier H4. Où va le roi? Le roi est obligé d'aller dans le coin. Roi H1. Et maintenant intervient le clou du spectacle, qui est G2 mat. Donc vous voyez que finalement cet exercice, qui aboutit à une solution très spectaculaire, est relativement facile si on s'obstine dans notre calcul. Sachant que le calcul n'engage à rien. Tant qu'on n'a pas bougé les pièces, on n'est pas obligé de jouer notre coup dans une vraie partie. Par conséquent, on peut quand même s'imaginer ce qui se passerait si on donnait la dame dans cette position, etc. En insistant un petit peu, on va jusqu'au mat. Je vais revenir juste un instant sur cette position en vous montrant que si on tente cavalier G5 en se disant c'est un gain plus sûr, étant donné qu'on ne voit pas trop ce que les blancs peuvent faire contre dame H3 suivi de G2, eh bien les blancs peuvent se défendre par roi H1. Et sur dame H3 qui menace mat, les blancs ont une ressource défensive. Pratiquement le seul coup, mais il est suffisant. Étant donné qu'on a donné du matériel avec les noirs, eh bien les blancs peuvent le rendre, ce matériel, en jouant tour F2. Et notre attaque échoue. Si on prend, évidemment, le fou reprend et on n'a plus beaucoup d'attaques. Les noirs ont une qualité de plus, mais les pions passés sont extrêmement puissants. Et l'idée des blancs est simple. Ils veulent jouer fou prend A7, suivi de cavalier B6, ce qui va permettre d'accompagner le pion, sachant qu'il n'y a plus le fou de case blanche pour surveiller cette case, puisqu'il s'est sacrifié au début de la combinaison. C'est pour ça qu'il faut absolument calculer d'abord les échecs avant de calculer les prises et les menaces. Donc déjà, au point de vue pratique, il faut toujours commencer par les coups les plus forcés pour ensuite se diriger vers les coups les moins forcés. C'est-à-dire les coups qui forcent le moins les événements. Donc voilà, ça sera tout pour cet exercice.